La guerre en Ukraine, c'est une guerre où les deux camps utilisent de nombreux blindés, de nombreux chars. Conséquence, une des armes les plus employées, c'est celle-ci, des mines. Celles-là sont anti-chars, elles se déclenchent au passage de véhicules. Elles ont été placées, vous le voyez, juste derrière ces blocs qui servent à obliger les véhicules à zigzaguer. Eh bien, si, par exemple, un blindé voulait le pousser pour ne pas avoir à zigzaguer, il sauterait sur ces mines. Il y en a ailleurs, il y en a dans tout ce champ. Des petits panneaux mines les signalent, sans indiquer bien sûr où elles sont. Et c'est un véritable problème pour les civils dans les zones libérées. Par exemple, il y a quelques jours, à Kharkiv, un agriculteur, dans son tracteur, a sauté sur une mine posée par les Russes. Il est mort et ce genre d'incident est sûrement amené à se reproduire dans les prochains jours, prochains mois et même prochaines années, car c'est des années qu'il faudra pour déminer le pays entièrement. Florian Hitler avec Jérôme Marcantetti dans le Donbass. Les Russes intensifient leurs frappes et progressent, c'est indéniable. Les Ukrainiens reconnaissent qu'ils ont bien du mal à faire face à l'armée russe et qu'ils peuvent désormais perdre le Donbass. Il y a quelques jours, on disait que l'armée russe était presque enlisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer ce qui apparaît comme un retournement de situation? Alors, d'abord, s'il y a un endroit où l'on n'a pas, d'une certaine manière, simplifié à outrance cette adversité militaire, c'est ce plateau. On est plusieurs depuis un certain nombre de jours et de semaines à nuancer, à relativiser, pour une raison assez simple, c'est que, en dépit de la collection de bourdes tactiques et opérationnelles de l'armée russe depuis le 24 février, il y a un rapport de force en termes d'effectifs, notamment d'artillerie, qui fait que même si vous êtes très mauvais, vous remettez sur le terrain. Alors, on parlait tout à l'heure, les T-62, qui sont quand même des antiquités en termes de blindés, qui sont reconditionnés en ce moment pour être mis sur le terrain. Donc il y a ce rapport, je dirais presque statistique, quantitatif, qui explique en partie les difficultés qu'éprouvent les Ukrainiens. De leur côté, il faut dire qu'en dépit du fait qu'ils défendent leur foyer, leur patrie, leur terre, qu'il y a cette motivation bien supérieure à celle d'un agresseur qui parfois, je pense aux conscrits russes venus du Daghestan, ne comprennent pas très bien pourquoi ils sont là, il y a aussi un épuisement physique, un épuisement moral. Vous avez des problèmes de ravitaillement et de chaînes étirées. Vous savez, défendre Lviv ou Kiev, c'est pas très compliqué. Vous allez faire 1000 km plus à l'est pour acheminer de l'armement lourd, des munitions, des renforts, etc. Donc tout ça peut l'expliquer. Je reviens une demi-seconde et pour terminer sur le bref reportage qu'on vient de voir sur les mines. Parce que si on se projette dans l'avenir, il faut savoir que c'est une des multiples calamités de la guerre. Parce que la mine, que ce soit la mine anti-char, la plus visible, la plus grosse, ou la mine antipersonnelle, qui est parfois quasiment indétectable, c'est de la mort différée. C'est de la mort à crédit. Moi, je me souviens, pour avoir couvert les conflits en Afghanistan, au Cambodge, etc., de la terreur qu'inspire pendant des années, parfois des décennies, parce que la durée de vie d'une mine, ça peut être 10, 20 ans. Après, vous avez les mines explosives, etc. Vous avez des paysans du Cambodge ou de l'Afghanistan qui meurent aujourd'hui pour avoir posé le pied sur une mine qui a été posée il y a 10, 15 ou 20 années. Et j'ajoute un autre phénomène, c'est que dans un monde idéal qui n'est pas le nôtre, il y a des plans de minage. Là, on ne mine pas, on ne fait pas de plan, on mine comme ça, à la sauvage. Et ce qui fait que quand vous avez de la pluie, par exemple, vous avez des petits glissements de terrain qui font qu'un endroit qui, pour tel paysan, était considéré comme sûr la saison dernière, lors de la récolte, est devenu mortel parce que simplement les mines bougent. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que si on se projette dans l'avenir, ce sera un des fardeaux, indépendamment de la reconstruction évidemment qui sera titanesque, un des fardeaux auxquels Kiev devra faire face. On apprend à l'instant qu'au moins 5 civils ont été tués ces dernières 24 heures dans la région de Lougansk. C'est le gouverneur Serhiy Haïdaï qui l'annonce, dont 4 à Severodonetsk, qui est encerclé par les Russes. Une cinquantaine d'immeubles a été endommagé. Les habitants de Severodonetsk ont oublié ce qu'est un cessez-le-feu d'au moins une demi-heure. Les Russes pilonnent sans cesse les quartiers résidentiels. S'il est très difficile d'analyser ce qui se passe sur la progression ou non de l'armée russe, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement de discours de la part des Ukrainiens qui avouent qu'ils ne maîtrisent plus la situation dans l'est du pays.
Je ne sais pas si c'est vraiment un changement de discours, mais en tout cas, ça renforce l'appel à l'aide très fort qui est lancé par Zelensky, et avec la volonté d'avoir de l'armement lourd qui soit acheminé, la volonté d'augmenter la pression économique aussi sur la Russie, notamment pour tout ce qui est exportation de gaz et de pétrole. Les accusations donc, de génocide et de tuerie en masse qu'on a vues servent aussi à renforcer donc, un discours et à rallier en fait, l'Occident contre la Russie. Il faudra voir ce que la Cour pénale internationale fera dans ce domaine-là, et aussi dans le domaine des mines. Je reviens simplement sur ce qui a été dit, et je pense que c'est très vrai en fait, normalement en droit international et en droit des conflits armés, quand vous utilisez ce type d'armement, vous avez le devoir ensuite de nettoyer le terrain. Aujourd'hui, on a quand même progressé sur le déminage grâce à un certain nombre de technologies, mais effectivement le coût pour les civils sera très, très important. Et ça montre bien que en fait, ce conflit, on retourne à une forme de guerre. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu un jour une guerre propre et technologique, mais là, on est vraiment dans la guerre sale. Et donc, ce sont les civils qui sont sous le feu et qui en payent le prix au premier chef. J'ai accompagné, juste pour l'anecdote très brièvement, des équipes de déminage, soit des ONG internationales, soit des équipes des Nations Unies, par exemple au Kurdistan. Et il faut quand même savoir que vous avez une équipe de 10 à 20 personnes qui va déminer 10 mètres carrés, 20 mètres carrés par jour. Parce que précisément, comme il n'y a pas de plan de minage crédible, et il n'y en a pas du tout en règle générale, vous devez avoir détecté. Et ensuite, vous devez neutraliser la zone, surtout si elle est habitée, si vous êtes dans un village, dans une ville, etc. Et ensuite, c'est un travail qui se fait au pinceau, qui est extrêmement délicat, parce qu'ils sont équipés, bien sûr, mais ils sont terriblement exposés. Donc, il faut savoir que pour déminer ne serait-ce qu'un champ, il faut des semaines. Donc, voilà encore une fois, le poids de ce fardeau. Vladimir Poutine. Donc, on nous bassine les oreilles depuis plus d'un mois avec cette grande offensive russe dans le Donbass. Et en réalité, ce qui se passe, c'est effectivement on assiste à un grignotage progressif de certains territoires, parce que l'armée russe, c'est clair et sûr, tout le monde reconnaît ça, ils ont une puissance de feu nettement supérieure à celle de l'Ukraine, ils utilisent plus de canons, plus de buts. Et l'Ukraine, tout simplement, parce qu'il faut se souvenir, peut-être vous ne savez pas, qu'entre 2014 et 2017, il y avait 4 grands dépôts de munitions ukrainiennes qui ont été détruits. Par le sabotage. Donc, c'est pour ça que l'Ukraine a demandé des armes lourdes. Aujourd'hui, déjà, on a 85, par exemple, obusiers américains M770 qui sont présents. Et les militaires ukrainiens ils disent qu'il faut 2 mois minimum pour pouvoir rééquilibrer le rapport de force. C'est pour ça que l'Ukraine aussi demande ces systèmes lance-roquettes multiples américaines, HIMARS ou 270. Et les Américains, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, ne voulaient pas trop délivrer ces armes parce qu'ils pensent que l'Ukraine, ça va provoquer une escalade parce que l'Ukraine peut utiliser ça justement pour atteindre les cibles sur le territoire russe. Mais il faut cela, parce que sans cela, déjà, ce qui fait l'armée ukrainienne, c'est un exploit. C'est le même exploit qu'on a fait pour repousser l'armée russe de Kiev. Parce que, imaginez, qu'est-ce qui se passe donc ils pilonnent les positions ukrainiennes sans cesse, et après, jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Donc, comment on pouvait défendre? Donc, l'armée ukrainienne, évidemment, elle est obligée de se retirer parce qu'il n'y a plus de possibilité technique, militaire de se défendre. Mais l'armée ukrainienne n'est pas en déroute, ils se retirent, ils maintiennent la ligne de front. Mais la question, c'est pas parce que la question où on va arriver, avec tout cela. Effectivement, ils peuvent prendre Luhansk, la région de Luhansk, peut-être même région de Donetsk, mais avec le rééquilibrage de force, l'armée ukrainienne pourra repousser. Oui. C'est la raison pour laquelle les Ukrainiens ont renouvelé leur demande d'armement. Regardez ce que dit le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Nous combattons pour chaque centimètre de la ligne de front, pour chaque village. Les armes occidentales nous aident à rejeter l'ennemi hors de notre terre. Nous avons grand besoin d'armes qui permettront de frapper l'ennemi à grande distance. De quelle arme parle-t-on ? Précisément, c'est ce qui explique l'insistance presque obsessionnelle des requêtes ou des objurgations de Kiev, qu'il s'agisse de ce ministre, qu'il s'agisse de Volodymyr Zelensky lui-même, et à l'appui de ce qui vient d'être expliqué. C'est qu'au fond, et sans cynisme aucun dans mon propos, Kiev a besoin de tous les instruments de l'orchestre.